Je vais commencer par des remerciements. Je vous remercie tous d'être là. On est très contents de voir tant de monde, vraiment. Et ça, on ne sait jamais à l'avance. Voilà. Je remercie aussi l'UATL qui nous reçoit dans cette pièce qui est très agréable. Et puis l'Institut municipal qui a coopéré avec l'UATL. Et puis je remercie M. Yanis Roder d'être là pour une deuxième invitation. On l'avait invité en 2021, et puis en 2021, c'était juste après le confinement, et on a trouvé que c'était dommage. On avait eu une trentaine de personnes. On est très content d'en avoir plus aujourd'hui parce que ça vaut la peine. Voilà. Alors, Yanis Roder, je vais le présenter. C'est un homme de terrain, un enseignant, qui enseigne l'histoire et la géographie à mi-temps en collège dans le 93. Il enseigne en classe de 3e, donc à de jeunes adolescents. Il est aussi responsable des formations au Mémorial de la Shoah, dont on a parlé récemment à Paris, et directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Et puis il est l'auteur de 2 livres très intéressants. Celui dont on va parler aujourd'hui, Sortir de l'ère victimaire, puisque c'est le sujet, qui a été publié en 2020, et qui est en vente à la sortie de la salle. Et vraiment, c'est une réflexion intéressante sur une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse, telle qu'on peut l'enseigner dans les collèges. Et c'est vraiment intéressant. Et ça, malheureusement, c'est plus que jamais d'actualité. Et puis, il y a un livre plus récent qui s'appelle « Préserver la laïcité » et qui est bien d'actualité aussi, parce qu'il y a une résurgence de mouvements islamistes qui menacent de dépasser un petit peu la loi Stasi de 2004 et qui doivent inciter à la vigilance et, si possible, ne pas inciter à la naïveté. Alors, notre association tente de combattre une importation partisane du conflit israélo-palestinien. Et on ne combat pas l'importation parce que de toute façon, le conflit est importé. Mais l'importation partisane, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas mettre d'huile sur le feu. Or, le feu, il est fort en ce moment, comme vous le savez. Alors, la concurrence victimaire s'est réveillée plus que jamais au cours de ces derniers mois dramatiques. Le 7 octobre 2023, un énorme massacre perpétré en Israël par les terroristes du Hamas, et on a observé, avant même la riposte israélienne, le réveil immédiat de l'antisémitisme et des agressions antisémites en France, comme ailleurs, avec une progression en France de 1000%. C'est des chiffres énormes. Et puis est venue la guerre menée par l'armée israélienne dès la fin du mois d'octobre dans la bande de Gaza. On assiste à d'énormes destructions, d'innombrables victimes civiles gazaouis, une population dont il faut toujours rappeler que 40% a moins de 15 ans. La population est bloquée, comme dans une souricière, à la surface d'un territoire bombardé. Et des deux côtés, comme par hasard, on parle de génocide. C'est-à-dire que le 7 octobre, on a évoqué un pogrom de type génocidaire, et la guerre à Gaza, très vite, a été dénoncée comme potentiellement ou réellement génocidaire. Donc les accusations de part et d'autre sont d'emblée maximalistes, avec une volonté de disqualification de l'adversaire. Et la Shoah reste l'étalon des positionnements victimaires. La provocation des mains rouges apposée par on ne sait qui sur le mur des justes du mémorial de la Shoah à Paris, la semaine dernière, est un exemple frappant de ce que porte cette concurrence victimaire. Voilà, je vais laisser la parole à Yanis Roder. Il va nous parler à peu près pendant 1 heure, et puis on réservera 1 demi-heure au débat à la suite de la conférence. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Je vais essayer de ne pas oublier que c'est un petit micro et pas un gros micro. Je vous remercie beaucoup, chère Cécile, pour cette invitation, et je remercie votre association, puisque c'est effectivement la seconde fois, la deuxième fois que je viens parler à Angers. C'est vrai que la première fois, c'était l'après-Covid, et que voilà, on avait toutes et tous quelques appréhensions à se fréquenter les uns les autres. Voilà, je me réjouis nombreux. Alors, ce dont je voudrais vous entretenir ce soir, ce dont je voudrais vous parler,
finalement, Cécile Baron m'a demandé de vous parler de la concurrence victimaire, un facteur d'importation du conflit israélo-palestinien. Bien. Effectivement, quand on parle de concurrence victimaire, on a tout de suite en tête l'utilisation qui est faite aujourd'hui du mot génocide. Le mot génocide, vous aurez noté qu'il n'y a pas une intervention d'un certain bord politique sur cette question sans que le mot génocide ne soit employé. Il est employé aujourd'hui de manière systématique, dès qu'il est question, bien sûr, de l'intervention israélienne à Gaza. C'est évoquer le génocide pour parler d'un pays qui a été vécu comme refuge et qui est toujours pensé comme assurance-vie pour l'immense majorité des Juifs du monde, ne peut que questionner, évidemment. Et c'est là que vient se nicher ce qu'on appelle la concurrence victimaire. Pour parler de la concurrence victimaire, je crois qu'il faut aussi nous souvenir que nous avons basculé dans une société victimaire, c'est-à-dire dans une société où le statut de victime est devenu un statut social, où pour certains, il faut avoir été victime pour, pense-t-il, être considéré. Cela donnerait accès à une certaine reconnaissance, voire à des avantages. Être une victime, aujourd'hui, c'est une sorte, c'est obtenir une sorte de salut laïque, si vous voulez. Et c'est peut-être même appartenir à une sorte d'aristocratie qui est celle de la reconnaissance d'abord médiatique. Au-delà, la question, me semble-t-il, touche au basculement dans nos sociétés de l'image positive que l'on donnait auparavant aux héros, je pense notamment à la Première Guerre mondiale, à celle toujours positive aujourd'hui, mais donnée à la victime, après la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux m'empêcher de penser à la plaque qui avait été apposée à Trèbes, à l'endroit où Arnaud Beltrame, le colonel Arnaud Beltrame, a été tué par un terroriste islamiste. Sur cette plaque, il était inscrit « Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme ». C'est intéressant, victime de son héroïsme. Vous voyez, tout est résumé, je crois, dans cette proposition. La plaque a été enlevée, et une nouvelle a été remise après justement des protestations. Je crois qu'il nous faut, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous poser la question, en fait, de savoir quel rôle a finalement joué la mémoire de la Shoah et les usages qu'on a fait de la mémoire de la Shoah dans la situation actuelle. Encore une fois, utiliser le terme génocide renvoie dans notre mémoire collective nécessairement à la Shoah. Pour comprendre comment s'est mise en place cette concurrence victimaire, vous me permettrez de faire un peu d'histoire et de revenir à la construction de la mémoire de la Shoah et à ses premières contestations pour commencer. Alors la Shoah, comme événement historique, comme événement mémoriel, s'est progressivement imposée dans le paysage intellectuel et politique français. Jusqu'à la fin des années 70, vous le savez, le génocide des Juifs occupe une place relativement secondaire dans les représentations que l'opinion publique a de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, à l'époque, le terme déportation est utilisé pour qualifier indistinctement les victimes des différents crimes nazis. Voilà. La déportation juive, elle, ne se distingue pas particulièrement, et c'est d'ailleurs Buchenwald, au lieu de la déportation dite politique ou résistante, qui représente alors, de fait, le symbole du mal nazi. Le thème de la déportation des Juifs, et en réalité donc de la Shoah, émerge à partir des années 1970 pour finir par occuper une place quasi hégémonique dans la mémoire, mais à compter des années 1990. Plusieurs événements ont accompagné cette émergence et ont amené peu à peu Auschwitz à se substituer à Buchenwald dans les imaginaires. Alors, je vais le passer quelques épisodes rapides. En 1973, 10 ans après le procès Eichmann, un peu plus de 10 ans après le procès Eichmann en Israël, qui avait vu la projection des témoins
de la Shoah sur le devant de la scène, c'est vraiment l'apport très important du procès Eichmann. En France, c'est la sortie du livre de Robert Paxton, La France de Vichy, qui a marqué une première étape importante de, quelque part, la redécouverte du crime commis contre les Juifs, et notamment, surtout, de la complicité de l'État français. Le feuilleton, alors aujourd'hui on ne dit plus feuilleton, on dit série. Moi je dis toujours feuilleton, mes enfants se moquent de moi. Donc le feuilleton Holocauste, qui est diffusé en France en 1978, dans le cadre de l'émission qui était l'émission phare, à l'époque, les dossiers de l'écran, je crois que tout le monde se souvient de la petite musique, permet au grand public d'accéder à cette histoire tragique. Et c'est au même moment qu'est faite par le journal de référence, le journal Le Monde, une énorme publicité au négationnisme, puisque Le Monde choisit à ce moment-là de publier, en 1979, la tribune de Robert Faurisson. Et qui va jouer un rôle, cette publication, très important dans la prise de conscience de la persistance de l'antisémitisme en France, prise de conscience qui est ravivée dans la même séquence par les attentats de la rue des Rosiers et de la rue Copernic. Donc les années 1980 voient la Shoah prendre progressivement sa place, de plus en plus importante, dans la mémoire collective. On se souvient peut-être vous souvenez-vous de la présence du président de la République, François Mitterrand, à l'avant-première du film de Claude Lanzmann, Shoah, qui sort en 1985. Et on se souvient que, avec le film Shoah, dans la même séquence, le procès du criminel Klaus Barbie, qui s'ouvre à Lyon en 1987, marque autant d'étapes sur ce chemin de l'affirmation de la mémoire du génocide des Juifs. C'est d'ailleurs en 1989 que le génocide des Juifs entre comme événement à part entière dans les programmes scolaires. Les années 90 et 2000 marquent l'apogée de la mémoire de la Shoah. Les affaires Bousquet, les procès Papon, offrent une contemporanéité à l'événement, parce que les coupables étaient toujours parmi nous. Mais ce sont les grandes commémorations, sur le site même d'Auschwitz, pour les 50 ans en 1995, pour les 60 ans en 2005, qui sont les moments qui donnent à la mémoire de la Shoah son plus fort retentissement national et international. C'est le moment où les témoins survivants, les survivants d'Auschwitz, sont sans cesse sollicités par les médias, par la télévision, par la radio. Et je me souviens, pour vous livrer une petite anecdote, à l'époque, en 2005, avoir eu une discussion avec Annette Vievorka, qui me disait alors, « Yanis, est-ce que tu ne crois pas qu'au regard de ce qui est en train de se passer, qui est absolument gigantesque, nous n'aurons pas un retour de bâton ?» On était en 2005. Je lui ai rappelé à Annette, il y a quelques semaines, elle m'a dit à ce moment-là, « Je ne dis pas que des bêtises. » C'est vrai. Donc, on se souvient d'ailleurs que c'est en 1995, dans un discours devenu célèbre, que Jacques Chirac, président nouvellement élu alors, avait pris le contre-pied de son prédécesseur, François Mitterrand, en reconnaissant la responsabilité de la France dans l'arrestation et la déportation des Juifs. À la fin des années 90, parallèlement au fait que la Shoah s'est imposée dans le discours public et que les témoins survivants d'Auschwitz, je l'ai dit, deviennent alors des figures incontournables, notamment au milieu scolaire, eh bien, c'est l'époque où l'extrême droite s'est installée dans la vie politique française. Parce qu'au-delà du négationnisme, qui avait été publicisé par Le Monde, le Front National de Jean-Marie Le Pen remporte dans les années 1980 ses premiers succès électoraux et prend durablement place dans le paysage politique français. Les sorties régulières du président du Front National sur la Seconde Guerre mondiale, on se souvient tous évidemment du détail, ou encore de ce terrible jeu de mots dur à four crématoire, entretiennent l'idée de la résurgence de la bête immonde, confirmée en 1990, tout le monde s'en souvient, par l'horrible profanation du cimetière juif de Carpentras. Et donc les commentateurs à l'époque, ou des commentateurs, je ne veux pas trop généraliser, constatent alors que
les leçons de l'histoire semblaient ne pas avoir été tirées par une partie des Français. On avait très vite oublié l'histoire, disait-il. Et donc, l'histoire et la mémoire de la Shoah devaient remédier à cela. C'est ainsi que la Shoah est alors régulièrement brandie comme arme contre le retour, entre guillemets, du fascisme, de la haine et du rejet de l'autre dans une marche qui, on s'en souvient, après la marche des Beurs en 1983, prend alors conscience de l'installation définitive sur son sol d'une population d'origine non européenne et dans la culture musulmane, image d'une nouvelle altérité est un marqueur incontournable. Je me souviens avoir défilé au cri de F comme fasciste, M comme nazi, abat le Front National dans les rues de Paris. Le choix est fait alors d'édifier par l'exemple. Ce choix s'impose de lui-même. Et d'abord d'édifier la jeunesse, dont on suppose qu'elle ne connaît pas ou qu'elle connaît peu, voire qu'elle ignore ce que furent, entre guillemets, les heures sombres de notre histoire. Les images, les films, et notamment les films de fiction, on pense bien sûr à la liste de Schindler qui sort en 1994, au Pianiste qui sort en 2000, mais aussi les témoignages des survivants qui sont médiatisés, sont massivement utilisés pour montrer, pour raconter ce dont avaient été capables les nazis contre d'autres êtres humains. Ce sont d'ailleurs les pratiques nazies qui sont mises en avant, qui sont exposées, qui sont détaillées. Ce sont les victimes qui parlent, qui racontent, qui publient leurs témoignages. Et c'est à ce moment-là que certains témoins deviennent des personnages publics. Le témoignage, en particulier en milieu scolaire, devient quasiment un passage obligé du bon enseignement de l'histoire de la Shoah. D'où l'angoisse actuelle, qui transpire de la question qui est régulièrement posée depuis quelques années: comment ferons-nous quand ils ne seront plus là? Mais ce n'est pas l'histoire de la Shoah qui est alors mise en avant, notamment dans le discours public et médiatique, mais c'est bien plutôt sa dimension morale. La Shoah est omniprésente, mais elle est omniprésente comme véritable religion civile, pour reprendre le mot de l'historien Georges Bensoussan. Et dès les années 90, apparaissent dans certains quartiers et dans certaines classes les premières manifestations hostiles à l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Ce sont des professeurs essentiellement d'histoire-géographie qui rapportent alors des propos antisémites parfois très violents, entendus dans la bouche d'élèves. Ces premières manifestations prennent ensuite de l'ampleur et finissent, après bien des années et des drames, par être aujourd'hui reconnues comme un fait incontestable, aussi bien par l'institution scolaire, laquelle ne voulut pas regarder le phénomène en face pendant des années, malgré même des investigations menées en interne, je pense au rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Aubin, que par ceux qui ont longtemps édulcoré ou minimisé, si ce n'est pire, la réalité, sous prétexte qu'il se passe des choses formidables, ce qui est vrai, dans ces banlieues, ou encore que parler de ces sujets fait nécessairement le jeu des racistes et de l'extrême droite. Ces manifestations d'antisémitisme, au-delà des propos choquants, bien sûr, témoignent parfois de discours construits, mais surtout de préjugés que l'on croyait trop souvent éculés. Et ces propos font souvent état d'un sentiment de trop-plein de Shoah, exprimant une concurrence victimaire et mémorielle, mais aussi un sentiment de deux poids, deux mesures. Or, ces discours sont aussi, je crois, la conséquence de la manière dont a été mise en récit l'histoire de la Shoah. Ce récit est alors essentiellement mis en œuvre selon, me semble-t-il, deux principes. Tout d'abord, l'idée que la Shoah présente nécessairement, par son aspect tragique, un rempart naturel et légitime au retour de la haine. Ensuite, que par cette injonction morale du plus jamais ça, le message doit passer. Toute personne doit être capable de comprendre par elle-même ce qui relève du bien et du mal. De là découle un propos et parfois une pédagogie
construit sur l'émotion et la morale, et parfois sur le choc. Cette approche n'a cessé de rappeler l'immensité de la souffrance et du drame, mais sans jamais en réalité en dire l'histoire. Cette utilisation de la mémoire de la Shoah a peu à peu véhiculé l'idée dans une partie de l'opinion publique que la position de victime, comme je le disais en introduction, est devenue enviable. On en parle, on la plaint, on la reconnaît et on la dédommage. Je rappelle qu'à la fin des années 1990, il y a eu une mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France qui a été chargée des dédommagements aux familles des ayants droit, spoliés pendant la guerre. Être victime, se mettent à penser certains, est devenu payant, en quelque sorte. Et pas uniquement financièrement, bien évidemment, mais également socialement. À partir de cette émergence, puis de l'affirmation de ce que j'ai appelé ère victimaire, qui se manifeste aujourd'hui par des revendications multiples et variées au nom des horreurs de l'histoire, la Shoah est devenue l'étalon à partir duquel on évalue la gravité d'un crime. Mais parallèlement, les victimes juives de la Shoah, par l'immensité du désastre et des souffrances endurées, sans cesse rappelées, sans qu'il soit encore une fois toujours utile de replacer ces souffrances dans un contexte historique et politique, tendent à devenir insupportables à certains. C'est ainsi qu'il faut comprendre, par exemple, les propos qui ont pu ou qui peuvent être entendus parfois en classe, ou lus sur les réseaux sociaux ou sur Internet, qui protestent contre la place occupée par la mémoire de la Shoah ou par le crime de la Shoah, affirmant qu'on en parle tout le temps, qu'on ne parle que de ça alors qu'il y a d'autres victimes de l'histoire, ou alors qu'il n'y a pas qu'eux qui ont souffert. Les Juifs sont alors vus comme occupant une place privilégiée, qui au mieux devrait être partagée avec d'autres victimes des nazis, mais aussi d'autres victimes de l'histoire. Par exemple, des crimes de l'esclavage ou bien sûr de la colonisation. C'est notamment au nom de l'égalité des victimes qu'il conviendrait de faire de la place aux autres. Comme si les Juifs, en réalité, avaient phagocyté la souffrance, car c'est bien d'une concurrence de la souffrance qu'il s'agit, d'une concurrence victimaire. Et peu importe en réalité que des progrès sensibles aient été faits sur la reconnaissance de la tragique histoire de l'esclavage, avec notamment la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ou dans la recherche sur la guerre d'Algérie et le monde colonial en général. Toutes les victimes étant égales devant le racisme et la souffrance, ce qui est indéniable, pourquoi alors ferait-on une place particulière aux Juifs, disent les protestataires. C'est par exemple une association de parents d'élèves de l'Académie de Grenoble qui demande au conseil d'administration de l'établissement au printemps 2020 de supprimer le terme antisémitisme du règlement intérieur et de ne conserver que celui de racisme au nom de l'égalité entre toutes les victimes. Peu importe que les crimes ne relèvent pas des mêmes logiques et ne soient donc pas de même nature, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la reconnaissance des souffrances passées et présentes. Poussée à son extrême par certains agitateurs publics, cette logique peut aboutir à la volonté de faire reconnaître, entre guillemets, les vraies victimes de l'histoire, passées comme actuelles, en effaçant celles qui ne le seraient pas vraiment. Car pour qu'il y ait de vraies victimes, il faut d'abord faire tomber de leur piédestal celles qui occupent jusque-là la place enviée. C'est comme cela, par exemple, qu'il faut comprendre la reprise par cet ex-comique qu'était Dieudonné d'une affirmation venue d'outre-Manche, où elle s'est développée dans un contexte très particulier de concurrence mémorielle. Au détriment de la vérité historique, les Juifs seraient ainsi les grands argentiers et donc les grands gagnants de la traite transatlantique. Montrer ainsi que les victimes, par excellence, les Juifs, seraient historiquement des bourreaux n'a qu'un but, les détrôner en les criminalisant. Criminaliser les Juifs dans l'histoire, en faisant des esclavagistes, en faisant des exploiteurs, c'est aussi permettre d'ouvrir les yeux sur les véritables crimes du temps, que seraient les véritables victimes du temps, que seraient les musulmans, car peu importe la réalité des assassinats antisémites en France, tout comme
importent peu les chiffres des agressions antisémites. Cécile Parent vient de rappeler cette terrible augmentation de 1000%. Donc, chiffres sans commune mesure avec le poids relatif des Français juifs dans la société française. C'est donc des mouvements militants qui, j'ai toujours du mal à le dire, mais c'est la réalité, très marqués à gauche, qui n'hésitent pas à manifester, manifestations dans lesquelles une étoile verte et non plus une étoile jaune est parfois collée sur des poitrines, signifiant que les musulmans d'aujourd'hui seraient les juifs d'hier. On n'hésite pas parfois aussi à écrire sur les murs, comme à l'Institut d'études politiques de Grenoble en mars 2021, que, je cite, « l'islamophobie tue ». Il est intéressant de voir aussi comment cette concurrence victimaire se met en place et est relayée aussi par la recherche scientifique. Peut-être avez-vous lu dernièrement dans Le Monde un article, puis une interview, sur un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ?» enquête sur la diaspora française musulmane. 3 sociologues expliquent que de jeunes Français, diplômés, voire surdiplômés, quitteraient par dizaines de milliers, avance-t-il, la France, puisqu'ils se sentiraient discriminés en tant que musulmans en France. Je n'ai pas, moi, de qualification particulière pour juger de ce travail. Je l'ai regardé, je me suis intéressé à la manière dont ces sociologues ont présenté leurs recherches, et j'ai vu effectivement que le questionnaire qu'ils avaient soumis avait circulé sur le site du CCIE, le comité contre l'islamophobie en Europe, ancien CCIF dissous par le ministère de l'Intérieur, et que Olivier Estève, un des sociologues, avait lui-même reconnu que effectivement il y avait un biais, puisque les personnes qui avaient répondu étaient beaucoup plus religieuses que l'ensemble des Français musulmans pouvaient l'être. Voilà. Mais moi, ce qui m'avait surtout frappé dans l'article de Louise Couvler dans Le Monde qui présentait cet ouvrage, c'est qu'elle faisait dire ou ces sociologues faisaient dire à quelques témoins que la situation était difficile à vivre du fait de discrimination, des regards portés dans la rue, de la multiplication de ce qu'ils appellent les micro-agressions, mais que c'était encore plus difficile depuis le 7 octobre. À titre personnel, j'ai trouvé que cette comparaison, ce rappel du 7 octobre, dans ce cadre-là, avait quelque chose d'indécent. C'est systématiquement le sort des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et ses prémices qui sont convoqués quand il s'agit de parler de discrimination actuelle, réelle ou supposée, comme si la situation faite à ceux qui sont ou seraient discriminés n'était que le signe annonciateur d'autre chose. Nous voyons bien comment la Shoah est instrumentalisée, mais également par là même banalisée en réalité, aboutissant à une sorte d'édulcoration de l'histoire et à une remise en cause de la place occupée par les victimes juives du nazisme, détrônées par les populations anciennement colonisées, victimes hier comme aujourd'hui, comme tentent de le publiciser les militants décoloniaux. La reconnaissance par le président Jacques Chirac, dont j'ai déjà parlé en 1995, du crime commis contre les Juifs par la France, ne peut que paraître alors, ou dès lors, insupportable et injuste à ceux qui réclament, en vain jusque-là, réparation pour les crimes de l'esclavage et de la colonisation. Non seulement les Juifs ont eu droit à reconnaissance et réparation, mais leurs souffrances sont finies, quand celles des populations françaises issues des anciennes colonies ne font que continuer, dans le cadre de la République, perpétuatrice, consciente, selon une certaine grille de lecture, de la société coloniale. Jusque-là, on n'était pas victime de père en fils, mais le mouvement décolonial met en avant les victimes perpétuelles du colonialisme, de génération en génération, là-bas, hier, ici, aujourd'hui.
Dans ce cadre intellectuel posé, l'antisémitisme, et notamment l'antisémitisme issu des populations anciennement colonisées, ne peut être qu'un impensé. Et d'abord parce que l'antisémitisme n'est compris que comme une manifestation de haine provenant uniquement de l'extrême droite. Je crois qu'il faut voir dans cette interprétation surprenante le résultat d'un aveuglement à l'antisémitisme du présent. Aveuglement qui résulte, selon moi, de l'incapacité à penser l'antisémitisme en dehors du nazisme. De fait, plutôt par conséquent, la Shoah rend elle-même difficile, voire impossible à accepter l'antisémitisme actuel, car il vient d'autres sphères. Je me souviens par exemple de ce journaliste du Monde qui, au moment de l'assassinat par le gang des barbares, donc c'était 2006, vous vous souvenez de l'assassinat de ce pauvre Ilan Halimi. Et ce journaliste du Monde, grande signature du Monde, qui fut incapable de reconnaître dans l'émission Arrêt sur image de l'inénarrable Daniel Schneiderman qu'il s'agissait d'antisémitisme. Il finit même par déclarer, à l'époque, parce que l'antisémitisme, ce sont les nazis. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc cette vampirisation, ce qui apparaît comme une véritable vampirisation de l'antisémitisme par le nazisme, empêche, me semble-t-il, certains de sortir de leur grille de lecture structurante et rassurante. Les méchants, ce sont toujours les mêmes. Les discours publics sur la Shoah portent également en eux un effet pervers, car ils peuvent avoir tendance à enfermer les Juifs dans une identité victimaire éternelle, prenant le risque d'ancrer l'idée qu'il y aurait une sorte de fatalité juive à laquelle ils ne pourraient échapper. Peu nombreux en Europe aujourd'hui, peu connus, peu vus en réalité, les Juifs dont la richesse des cultures, la diversité, les langues sont souvent ignorées, ne sont appréhendés par beaucoup que par le prisme du génocide perpétré contre eux par les nazis. Ces discours victimaires ont installé les Juifs comme victimes dans les imaginaires collectifs et ont fait en sorte que c'est en tant que victimes qu'ils méritent intérêt et compassion. Je me permets de renvoyer, je l'ai noté, au tweet d'Olivier Faure, qui a suivi justement cette imposition des mains rouges sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah. Et Olivier Faure condamne, bien sûr, il dit c'est dégueulasse, mais il dit ceci: les victimes juives d'hier doivent reposer en paix. Je vous laisse analyser les victimes juives d'hier. Donc, dès lors, quand les Juifs n'apparaissent plus dans le rôle de victime, ils peuvent poser problème. Les Juifs d'aujourd'hui, dont le signe identitaire, qu'il soit politique, le sionisme, ou religieux, quand il est affirmé, peuvent gêner, ou alors que les Juifs assassinés pendant la Shoah méritent toute notre sollicitude et toute notre mémoire. Cette vision victimaire s'inscrit également dans une lecture, me semble-t-il, chrétienne, consciente ou inconsciente, de l'histoire de la Shoah. Tout d'abord, ce cadre intellectuel fait du martyre du peuple juif à Auschwitz le rejeu du martyre du Christ, lequel rachète, nous le savons tous, par sa mise en croix et sa mort, les péchés du monde. Avec la Shoah, c'est le peuple juif dans son ensemble, ce peuple témoin, martyr pour l'humanité entière, qui fut supplicié et non plus le seul juif, Jésus. C'est Jean-Paul II qui avait nommé Auschwitz le Golgotha du monde contemporain. La Shoah prolonge alors la passion du Christ, et cette vision participe du processus d'essentialisation des Juifs comme éternelles victimes, mais également de la christianisation de la Shoah, qui présente aussi le risque, qui est réel, de faire disparaître l'identité des victimes au nom du crime commis contre l'humanité. Je pense que l'inconscient chrétien, mais nous pourrons en discuter, habite également des militants ou des intellectuels engagés à gauche, voire à l'extrême gauche. Ils ne seraient peut-être pas contents que je dise ça, mais admirateurs des Juifs, militants internationalistes, sorte d'avant-garde éclairée,
témoin des luttes émancipatrices de la première moitié du XXe siècle, il vilipende les Juifs d'aujourd'hui, accusés de s'être ralliés au sionisme. When Jews turn right, disait Daniel Lindenberg, quand les Juifs basculent à droite. Donc, ralliés au sionisme et donc à l'idée nationale et non plus internationale. Pour le dire autrement, les Juifs étaient magnifiques quand ils sacrifiaient leurs existences à des luttes internationalistes dans les brigades internationales ou au sein de la FTP-MOI, ces Juifs, véritables victimes expiatoires, offertes sur l'autel des luttes. Ils sont parfois devenus détestables quand ils défendent l'idée d'un État juif. Les militants d'extrême gauche en viennent même à appeler à la commémoration de l'insurrection du ghetto de Varsovie comme symbole de la résistance antifasciste en ignorant, ou en faisant mine d'ignorer, une partie très importante des organisations de résistance du ghetto au sein de la JOB, l'organisation juive de combat, étaient sionistes, donc nationalistes juifs. Cette christianisation, je vais arriver à le dire, consciente ou inconsciente, de la Shoah, a pour corollaire, j'ai commencé à le dire, une déjudaïsation, laquelle peut aussi relever d'une démarche bienveillante, car il s'agit en réalité de rendre la portée du crime, si vous voulez, accessible à tout le monde. Or, dans une société de plus en plus fracturée et communautarisée que la nôtre, l'identité même des victimes, pense-t-on, peut s'opposer, peut-être, à la nécessaire empathie. Et donc ignorer, dans les discours, l'identité juive des gens assassinés, faire le choix de parler de victimes, des enfants, des familles, des déportés, des gens assassinés, sans dire le mot juif, c'est oublier l'identité juive des victimes. C'est-à-dire, en réalité, c'est rendre le crime illisible, car disparaît avec leur identité le motif de leur assassinat, tout en passant, évidemment, par pertes et profits, la longue histoire de la persécution des Juifs en Europe. Faire de la Shoah un plaidoyer antiraciste général, c'est décontextualiser l'histoire de l'antisémitisme, mais c'est également décontextualiser celle du nazisme, laissant ainsi penser que tout le monde aurait pu être victime du racisme nazi, comme si celui-ci avait été une sorte de défoulement barbare et irraisonné contre tout ce qui n'était pas allemand, blanc et finalement européen. Cette idée nous dit également autre chose. Les Juifs ont été victimes parce qu'ils étaient là, mais d'autres auraient pu l'être, faisant finalement des Juifs un peu des victimes par hasard. Il n'y a rien de plus faux dans ce raisonnement. Au nom de cette nécessaire universalisation, certains ont amalgamé toutes les victimes des politiques nazies, afin de mieux communier. Les tziganes, les slaves, les homosexuels. Mais amalgamer les victimes, c'est une manière de gommer la spécificité de chaque crime. C'est surtout interdire la compréhension des phénomènes historiques et l'intelligence de chaque événement. Et c'est également se donner, me semble-t-il, l'illusion qu'on parle des victimes, qu'on commémore les crimes, mais si les victimes et les crimes ne sont pas distingués, c'est en réalité ne pas vraiment parler des premières, et c'est ne rappeler réellement aucun des seconds. Il est marquant que la République française ait ainsi choisi de faire du 27 janvier, je cite, la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Originellement, le Conseil de l'Europe avait pris la décision de créer une journée du souvenir intitulée « Journée européenne de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité ». Les Juifs et le crime dont ils furent victimes ont donc explicitement disparu de l'intitulé français. Ce qui ne peut que contribuer à fabriquer de la confusion et donc de l'oubli. Les Juifs sont effacés au nom même de la mémoire et du souvenir de la Shoah. La Seconde Guerre mondiale et le nazisme ont, aux yeux de certains, délégitimé l'identité. Les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale, dont la Shoah a écrasé en réalité les autres événements, il y a une hypermnésie de la Shoah, ont eu pour conséquence d'assimiler l'identité au racisme. Parce que les nazis ont agi
au nom de l'identité, définie selon la race, avec une volonté affichée de la préserver, l'identité ne serait plus que repli sur soi et porteuse de haine et d'exclusion violente. De fait, par conséquent, les identités particulières devraient donc disparaître, car l'humanité se doit d'être dégagée de tout marqueur identitaire et de tout particularisme. Là, je me permets de remarquer que ceux qui portent ce discours ne l'accolent ou ne le réduisent qu'à l'humanité occidentale. Car les mêmes qui dénient le droit à l'identité pour l'Occident ne font que vanter les identités blessées des ex-colonisés ou de ceux qui sont vécus ou compris aujourd'hui comme colonisés. C'est ce qu'avait noté d'ailleurs Emmanuel Todd dans son ouvrage « Qui est Charlie ?», et où Emmanuel Todd considérait que toute identité singulière ne peut être aujourd'hui que rejetée, car seul l'homme universel, dit-il, peut prétendre à la mise en place d'une concorde elle-même universelle. Sans identité particulière, plus de haine, plus de racisme. C'est pas compliqué. Et c'est bien quand même au nom de la Shoah que l'identité est souvent vouée aux gémonies. Comme si l'identité ne pouvait être qu'exclusive et finalement nécessairement raciste. C'est là une des conséquences, me semble-t-il, de l'approche compassionnelle et antiraciste de la Shoah, et qui peut, aujourd'hui, comble de l'absurde, se retourner contre les Juifs. En effet, la singularité juive, c'est-à-dire le fait de vouloir continuer à exister en tant que Juifs, et pour les Juifs en tant que peuple, dans une société aujourd'hui massifiée et égalitariste, peut poser problème à certains. Parce que cette volonté de préservation identitaire contredit l'idée que les leçons à tirer de la Shoah auraient dû entraîner la disparition des identités particulières. Et donc ce type de discours antiraciste entretient une sidérante inversion. Sur Internet, ces propos sont abondants et se présentent comme antiracistes, faisant des Juifs les racistes qui, pêle-mêle, chercheraient évidemment à ne rester qu'entre eux, seraient solidaires, s'entraideraient, en entretenant à dessein leur singularité, parfois à des fins évidemment non avouables. Or, toute conception identitaire, singulière, qui ne prendrait pas l'ouverture aux autres et le mélange de tous, peut parfois être considérée comme raciste, car le mélange, le métissage, si vous voulez, c'est l'ouverture aux autres, et donc le contraire du nazisme. L'école est aujourd'hui un intéressant lieu d'observation pour faire le constat de cette inversion. Aucun élève aujourd'hui ne se dit raciste. Aucun. Le racisme est unanimement condamné, démontrant, je mettrai un bémol, depuis 2 ans, on voit remonter un racisme, excusez-moi de le dire comme ça, mais un racisme petit blanc, qui est en train de prendre de l'ampleur et dont l'éducation nationale s'inquiète, réellement. Donc je modère ce que moi-même j'avance. Mais d'une manière générale, moralement, les élèves condamnent le racisme. Ce qui démontre que le catéchisme, en quelque sorte, antiraciste, lequel s'est largement appuyé sur la mémoire de la Shoah et sur ce qu'on a appelé le devoir de mémoire, a été plutôt efficace. Mais cette vision, que je présenterai comme optimiste, en appelle une autre qui l'est un peu moins. Ce rejet unanime du racisme n'empêche pas certains d'affirmer qu'ils n'aiment pas les Juifs, parce que les Juifs ne nous aiment pas, parce que les Juifs tuent des enfants palestiniens et n'aiment pas les musulmans. Autrement dit, être antisémite, ce n'est pas être raciste, ce serait se défendre contre le racisme. Une des conséquences du maniement, je crois, maladroit de la mémoire de la Shoah a été de faire de l'antiracisme une nouvelle foi civique, à partir de laquelle il est à nouveau possible aujourd'hui de mettre les Juifs en accusation. Cette inversion, au nom même de la Shoah,
est évidemment encore plus criante dès qu'il est question d'Israël. C'est ainsi qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, Israël est régulièrement nazifié. Israël l'était avant. Alors depuis le 7 octobre, c'est quelque chose qui est omniprésent. Les termes de génocide et d'apartheid sont sans cesse véhiculés et repris par des responsables politiques, par des étudiants qui se disent solidaires de Gaza, parfois en légitimant ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai en tête dès le 8 octobre, la déclaration faite par le syndicat étudiant Sud de l'école des hautes études en sciences sociales, qui disait soutenir la lutte légitime du peuple palestinien par quelque moyen que ce soit. Donc je disais par des étudiants, par des lycéens, mais aussi par quelques comiques troupiers sur certaines radios. Or, on ne peut pas utiliser de manière anodine ces termes, tout le monde en conviendra. Dans certains imaginaires, Israël est donc un État raciste, et le sionisme un racisme en acte. C'est ce que signifie l'idée de l'apartheid. Israël, car il est aujourd'hui gouverné par le gouvernement le plus à droite de son histoire, comprenant des ministres d'extrême droite ouvertement racistes et colonialistes. Et parce qu'il mène aujourd'hui une offensive très violente, faisant de très nombreuses victimes civiles, et au-delà de ce qui est en train de se passer à Gaza, parce qu'Israël mène une politique jugée d'exclusion dans un contexte de violence politique, eh bien Israël peut devenir, au nom même de la Shoah, le dernier avatar du nazisme. C'est ce qu'il faut comprendre de la blague de Guillaume Meurice et de la répétition à l'envi du terme de génocide. De fait, l'exaltation de la tolérance et de l'antiracisme devenu idéologie se retourne contre le particularisme juif, contre l'idée même qu'il puisse y avoir un État qui se revendique d'une identité propre, car toute identité aurait pour corollaire l'exclusion. C'est à la conférence de Durban, organisée par l'ONU en septembre 2001, que s'est manifestée pour la première fois au nom de l'antiracisme et de l'universel cette dialectique criminalisant Israël qui se revendique comme État juif. C'est là qu'est mis en avant, à Durban donc, Israël perçu comme un État colonial et raciste. C'est là qu'on dit que ce pays ferait la démonstration insupportable d'un particularisme totalement insupportable dans l'optique de l'avènement d'un monde post-national. En fait, cette criminalisation des Juifs, ou plutôt cette criminalisation d'Israël, et donc des Juifs en réalité, n'est que la réactivation d'un vieux thème antisémite, les Juifs racistes. Céline lançait dans Bagatelle pour un massacre, je cite, « Mais c'est contre le racisme juif que je me révolte ». La haine pour l'étranger aurait été dès l'origine un attribut des Juifs. Et nous ne pouvons que constater aujourd'hui que c'est la Shoah qui inspire ceux qui passent leur temps à vilipender Israël et ses défenseurs, parlant de génocide à Gaza, ou encore de Gaza comme camp de concentration, etc. C'est bien la Shoah qui est instrumentalisée pour délégitimer Israël. De fait, ce ne sont plus aujourd'hui les frontières de 1967 qui sont contestées. Ce n'est plus seulement la colonisation, on va dire la critique légitime, à mon sens, de la colonisation de la Cisjordanie qui est contestée. C'est l'existence même de l'État d'Israël. Ce sont donc les frontières de 1948 qui sont aujourd'hui discutées. Quand on dit « from the river to the sea », de la rivière à la mer, au passage sans toujours savoir quelle est cette rivière et quelle est cette mer, enfin ça c'est, on va dire que c'est un petit détail, on en est à contester le plan de partage de 1948. Et on en arrive donc à des extrémités entendues dans les universités françaises, où des slogans, et je les ai entendus puisque je suis allé lors de la première soirée de protestation devant l'Institut d'études politiques, parce que
j'essaye de réfléchir en écoutant ce qui se dit, en regardant ce qui se fait, et j'ai entendu un slogan qui m'a particulièrement marqué. De jeunes gens criaient « L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra ». Et donc, c'est une inscription de la lutte légitime du peuple palestinien à une existence nationale dans une lutte anticoloniale. Israël est en vue comme une colonie européenne au cœur d'une terre arabo-musulmane. Il faut lire le livre de la journaliste israélienne, comment s'appelle-t-elle déjà ? Sur le 7 octobre, qui vient de paraître, je l'ai lu la semaine dernière. Oron, c'est ça J'ai oublié son nom. C'est bien, je l'ai lu et j'ai oublié son nom. Ça. Donc, où elle fait témoigner une centaine de personnes, enfin, elle a reconstitué les itinéraires d'une centaine de personnes, dans les kibbutz, la rêve party, etc. Et très intéressant, elle dit, elle fait parler un survivant une survivante d'un kibbutz, non, d'une otage, je crois, interrogé, enfin qui discute avec un homme du Hamas. Et cet homme du Hamas lui dit, c'est extrêmement intéressant, il lui dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que tu retournes chez toi. Mais c'était chez moi. Non, ça, c'est pas chez toi. Chez toi, c'est en Pologne. Il dit, mais moi, je suis né là. Oui, mais c'est pas chez toi. Comme les Palestiniens se vivent, ce qui est entretenu par l'agence de l'ONU, UNRWA, se vivent comme d'éternels réfugiés, ils voient les Israéliens comme d'éternels colons, c'est-à-dire comme d'éternels étrangers. Voilà. Et on retrouve cette dialectique dans le discours des jeunes lycéens ou des jeunes étudiants. Moi, ce que j'ai entendu à Sciences Po, l'Algérie vaincra, l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Donc, des étudiants vous expliquent aujourd'hui que les Juifs n'ont rien à faire dans ce lieu qui s'appelle Israël et devraient retourner en Europe. En France, en Pologne, en Ukraine, en Allemagne, là où ils furent si bien traités. Je note que systématiquement, il y a un oubli complet des 1,5 million des Juifs des pays arabes. Alors ceux-là aussi devraient retourner en Europe, où ils n'ont jamais mis les pieds. C'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui dit colonie, en histoire, dit métropole. Il n'y a pas de métropole pour la colonie que serait Israël, par définition, puisque le fait national juif s'est réalisé en Israël. En fait, c'est l'Europe et les Juifs qui ne seraient qu'une avant-garde européenne, voire occidentale, comme me l'a dit une étudiante qui m'a dit, mais en fait, les Juifs d'Israël sont manipulés par les évangélistes américains qui veulent implanter un État européen et occidental sur ce territoire. Ça va loin quand même parfois. En fait, ce qui est intéressant au-delà de ce type de propos, c'est que le fait national juif est ici totalement ignoré, voire totalement nié. Le nouvel antiracisme, stigmatise Israël comme avatar du colonialisme et il voit donc une situation coloniale dont nous savons aujourd'hui qu'elle est comprise comme l'exemple même de la société discriminante, comme l'espace d'expression des violences politiques les plus scandaleuses, potentiellement, évidemment, exterminatrices. Deux mémoires s'affrontent là, la mémoire de la Shoah, la mémoire de la colonisation. Dans la plainte qui a été portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, c'est cela qu'il faut voir. Vous nous parlez de votre mémoire de la Shoah, ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est la colonisation et la violence faite par les colons occidentaux, l'Europe, etc. Voilà. C'est cela qu'il faut aussi voir dans ce qui se joue là. D'autre part, le génocide des Juifs, sans cesse convoqué, renvoie nos sociétés à leur propre culpabilité.
Notre monde européen occidental est radicalement déchu puisqu'il a abrité la Shoah, disait Alain Besançon, ajoutant que ce monde, l'Occident, est donc à jamais damné. Mais ce sentiment de culpabilité est parfois difficile à accepter et peut même finir par devenir insupportable, en rendant trop lourde la charge morale. Les Juifs risquent alors d'apparaître comme insupportables, tant ils rappellent le crime dont ils ont été les victimes et que l'Europe n'a pu ni su empêcher. Ça me rappelle d'ailleurs, en vous parlant, la lettre que Rousseau envoie à Monseigneur de Beaumont en 1792, dans laquelle il dit « Ils ne me pardonneront jamais le mal qu'ils m'ont fait ». Ça a été repris ensuite par Cortine, effectivement. Et donc il arrive nécessairement, et parfois inconsciemment, que le sentiment de culpabilité se transforme en agressivité. Que les Juifs revendiquent leur singularité, leur particularisme, leur fait national, peut parfois suffire pour se dégager enfin de cette mauvaise conscience et, prétextant les politiques menées par l'État d'Israël, et notamment ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, d'accuser les Juifs de se conduire comme le firent hier leurs bourreaux. Enfin, si je puis dire. Enfin, Israël et ceux qui le soutiennent, de victimes, deviennent enfin coupables. Quel soulagement! Les agissements politiques des gouvernements d'Israël peuvent alors devenir autant d'occasions d'exprimer de manière détournée ce que Auschwitz avait un temps empêché de dire. Si les Juifs dont nous n'avons su éviter le massacre se comportent aujourd'hui comme leurs bourreaux d'hier, c'est que nous ne sommes pas si coupables. J'ai en mémoire, très fraîche, la mise en équivalence que j'ai entendue sur la place de la République dans une manifestation pro-palestinienne le 7 mai. C'est toujours intéressant d'aller écouter ce qui se dit. Et on y criait « Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza ». On avait dit « plus jamais ça ». Donc les victimes innocentes du joug israélien effacent les victimes juives du ghetto de Varsovie et les victimes de Treblinka. En fait, les Juifs ont trahi le mandat qu'on leur avait confié, être des victimes éternelles. Comment ne pas voir dès lors que certains contempteurs obsessionnels d'Israël expriment, sous couvert d'antisionisme, un antisémitisme jusque-là contenu, au nom du bien et de la défense de l'opprimé et au nom même de la Shoah. Comme le disait Vladimir Yankelevitch, et je vais m'arrêter là-dessus, Vladimir Yankelevitch, il disait Yankelevitch, et surtout il voulait qu'on dise Yankelevitch, il ne supportait pas qu'on dise Yankelevitch. Et comme j'avais un ancêtre qui s'appelait Yankel, j'ai du mal. Donc Yankelevitch disait « L'antisionisme est une incroyable aubaine », écrivait-il, car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre, ils auraient mérité leur sort. Il écrit cela en 1967. Je vous remercie. Merci beaucoup Yanis Roder pour cette conférence ô combien riche et enrichissante et qui évidemment amène énormément de réflexions sans doute chez les uns et chez les autres. Donc comme le disait tout à l'heure Cécile, nous allons passer au débat. Il y a sans doute des questions qui ont germé, peut-être des questions qui étaient là avant aussi. Et c'est bien de profiter de la présence de Yanis Roder pour les poser. Mais effectivement, ce que nous vous demandons, c'est d'être le plus bref possible dans vos questions et que ce ne soit pas forcément des longs développements d'une thèse, mais plutôt
des questions adressées à notre conférencier. Donc, voilà, la parole est maintenant à vous. Et comme on dit souvent, qui pose la seconde question, comme ça évite la première. On a une au fond et puis Chantal. Et Chantal, Tout voilà. au fond d'abord. Je suis étouffé. Oui, ça arrive. Oui, on parle de colonialisme à propos des colonies, justement, de la Cisjordanie. Et on parle beaucoup de Netanyahou. Les deux questions vont, les deux propos vont ensemble. Quand on parle de colonialisme, il me semble que c'est totalement faux. C'est une occupation de territoire. C'est différent. Une occupation de territoire qui n'est pas a priori étrangère, mais qui n'appartient pas à Israël, certain, et effectivement il faudrait deux États. C'est la première remarque. Le mot colonialisme est employé à dessein, semble-t-il. La deuxième est beaucoup plus actuelle. Vous entendez tous comme moi les radios et télévisions. On parle rarement des Israéliens. On dit toujours Netanyahou a fait ceci, Netanyahou a fait cela. C'est le bouc émissaire. Bon, je suis israélien, si Netanyahou n'est pas ma tasse de thé, autant vous le dire. Donc, que ce soit clair. Mais, quand on parle de ça, on stigmatise finalement, et au travers de lui, bien sûr, on stigmatise, tous les Israéliens. Voilà. Que pensez-vous de Netanyahou et du mot colonisation? Merci. Je sais pas, je la pose maintenant. Allez-y, je vais prendre deux, trois questions. Ouais. Oui, moi, une chose m'inquiète, c'est l'apparition de ce que j'ai envie d'appeler une novlangue. Je m'explique un tout petit peu. Quand on a commencé à parler d'apartheid pour Israël, on avait envie de répondre, mais enfin, les mots ont un sens. On peut penser un tas de choses négatives des différences de statut à l'intérieur d'Israël, mais c'est absolument pas comparable à ce qui existait en Afrique du Sud. On vous répond, ah mais nous avons changé le sens du mot. Il y a une autre définition dont s'est chargé, semble-t-il, l'ONU. Alors, est-ce que ça va être pareil pour génocide, qui est maintenant sorti à tour de bras et en dépit du bon sens parfois? Là encore, c'est un mot terrible qui a un sens précis. Et moi, je commence à m'affoler quand on prétend m'imposer une novlangue. Est-ce que tu réponds à ces premières questions? Je vais répondre à ces deux premières questions. Je vais y répondre dans l'ordre. Alors, j'entends bien ce que vous dites sur le fait qu'on parle de colonisation ou de colonialisme quand on parle de ce qui se passe en Cisjordanie. De fait, c'est une occupation de territoire. Mais moi, je ne suis pas certain qu'il ne faille pas parler de colonisation et de colonialisme. Ce territoire pris en 67, il y avait des Juifs qui vivaient sur ces territoires, peu, mais qui vivaient, a vu quand même arriver massivement une population qui s'est emparée, de manière légale ou illégale parfois, puis après l'illégal est devenu légal, de terres qui n'étaient pas les leurs. Je pense qu'il y a également une métropole qui s'appelle Israël et qui, quelque part, colonise ce territoire. Il n'y avait pas de métropole, il y a quelques instants. Non, je disais qu'il n'y a pas de métropole pour Israël en lui-même. En revanche, pour la Cisjordanie, je pense qu'il y en a une, c'est Israël. Donc je pense qu'on peut parler de colonisation. Et vous aurez compris par cette prise de position qui est la mienne, que Bibi Netanyahou, que je ne connais pas et qu'il ne me connaît pas, n'est pas mon ami. Et ne sera jamais mon ami. D'abord parce que
personnellement, ce n'est pas du tout ma manière de concevoir ce qu'est le sionisme. Je n'ai jamais été un fan de Jabotinsky. Ça, c'est la première chose. Même si ce qu'a pu faire ou dire Menahem Begin m'a parfois beaucoup touché. Mais Netanyahou, aujourd'hui, je dirais qu'il est une véritable aubaine pour tous ceux qui haïssent Israël. C'est une aubaine absolue. Excusez-moi de le dire comme ça, je vais prendre une position très claire. Mais les Rima Hassan et les Mélenchon n'ont aucun intérêt à voir partir Netanyahou. Aucun intérêt. Ils ont pour eux le pire du pire dans leur imaginaire, avec évidemment Smotrich et Ben Gvir, puisque Netanyahou a construit, je l'ai dit dans le cœur de mon propos, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, en faisant rentrer des racistes, enfin des gens qui sont ouvertement racistes, qui à une époque auraient pu aller en prison. Et ils ont été en prison, notamment le kahaniste. Donc, que ces gens-là soient ministres d'un gouvernement d'Israël, enfin voilà, moi c'est un truc dont je ne me suis jamais remis, à titre personnel. Et celui qui est responsable de cela, c'est Netanyahou. Voilà. Sans parler de la politique qu'il a menée vis-à-vis de Hamas, vis-à-vis de Gaza, etc. Voilà, donc voilà ce que je pense de Netanyahou. Je pense malheureusement que la décision de la poursuite par le procureur de la Cour pénale internationale ne va que le renforcer à l'intérieur d'Israël. Alors que Benny Gantz venait juste de poser un ultimatum au 8 juin, ira-t-il à cet ultimatum au regard de ce qui se passe aujourd'hui, puisque le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, sont aujourd'hui, peut-être éventuellement, seront peut-être visés par des poursuites pour... Enfin, voilà, peut-être, peut-être. Une demande du procureur. Oui, c'est ce que j'ai dit, demande le procureur. Ce n'est qu'une demande. C'est une demande, oui, tout à fait, c'est une demande du procureur. Mais là encore, c'est quand même... ça interpelle quand même. Sur la position de... La demande de Karim Khan interpelle. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas. Ou trop peu, peut-être. Mais en même temps, je n'écoute pas toutes les radios et je ne regarde pas toutes les télés. Le monde qui donne des leçons à Israël aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez bien compris que je ne défends pas Benjamin Netanyahou. Le monde qui donne des leçons à Israël. Mais quelle est la solution qu'il propose face à 30 ou 40 000 terroristes qui sont capables, comme ils le disent, de recommencer ad vitam aeternam le 7 octobre? Quelle solution à Israël face à des combattants qui se cachent habillés en civil au sein de la population? Alors, on peut toujours dire, mais à partir du moment où ils sont dans la population, on ne tire pas. D'accord? Mais alors on fait quoi? Je ne suis pas en train de justifier les tirs. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui disent à Israël, qui font des leçons de morale à Israël. Quelle solution propose-t-il? On ne peut pas. Si la France avait été attaquée de la même manière, si les États-Unis avaient été attaqués de la même manière, on a vu les États-Unis attaquer, ce que ça donne, la réponse. Donc, moi je ne sais pas, je n'ai pas de bonne solution. Je veux dire, 35 000 victimes en enlevant les 12-14 000 victimes, soldats du Hamas tués, ça fait 25 000 victimes ou 20 000 victimes à peu près, hommes, femmes et enfants. Bien sûr que c'est 20 000 de trop et c'est abominable. Et d'ailleurs, le Parisien de dimanche était absolument terrible là-dessus, sur ces enfants qui avaient perdu une jambe, qui avaient perdu un bras, voire les deux. Vraiment abominable. La guerre, c'est ça aussi. Et je regrette qu'en Israël, la société israélienne ne regarde pas aussi cette guerre-là, parce que les médias israéliens ne montrent pas, ou très peu. Le choc a été tel en Israël le 7 octobre que la société israélienne a du mal à regarder ce qui se passe.
à Gaza, en réalité. Et ce qui se passe à Gaza est terrible. C'est terrible. Mais moi, je n'ai pas de solution. Et voilà. Je ne me permets pas de dire à Israël, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous faites ci, vous faites ça, c'est scandaleux, cessez-le-feu. Oui, cessez-le-feu. Le Hamas se rend, libère les otages, demain il y a cessez-le-feu. Demain. Mais je n'entends pas qu'on demande le cessez-le-feu quand on manifeste, qu'on demande le cessez-le-feu au Hamas et qu'on demande la libération des otages. Voilà. Pour vous répondre sur la novlangue, ce sont des faussaires en réalité. Les mots sont définis et clairement définis. L'apartheid, c'est une politique qui s'appuie sur une idéologie. Quiconque connaît l'État d'Israël sait très bien que parler d'apartheid pour l'État d'Israël est une hérésie totale. C'est un fantasme complet. Dois-je rappeler qu'un des juges à la Cour suprême est un arabe israélien? Que les arabes israéliens ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs, sauf l'armée, à part les Druzes et les Bédouins. Que les Juifs israéliens. Il y a néanmoins une réalité que nous connaissons aussi en France, c'est que la situation sociale des Arabes israéliens est moins bonne que celle des Juifs israéliens. Mais nous, en France, pouvons-nous donner des leçons là-dessus? Je pose la question. Quant au terme de génocide, il est évidemment galvaudé, mais son utilisation sans cesse n'a qu'un but, qu'il infuse dans les esprits, et que Israël soit à jamais associé à ce terme de génocide. Non pas comme l'État qui a accueilli les survivants du génocide, mais comme celui qui se rend coupable ou qui est potentiellement capable de se rendre coupable de génocide. C'est une visée éminemment politique qui vise à faire basculer dans l'esprit de l'opinion publique Israël comme État criminel et donc illégitime. Il n'y a pas autre chose que cela dans la répétition ad nauseam du terme génocide dans tous les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui posera la troisième question? Je ne voulais pas casser l'ambiance. Oui. Bonsoir. Question très courte. Comment fait-on pour sortir d'un processus de conflit dans lequel les personnes en miroir se posent en victimes? Qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a des indications sur le plan de la stratégie, de la médiation, pour arriver à faire sortir ce type de conflit, peut-être en partant de conflits plus simples que celui qu'on expose là? Quelles sont les pistes? Merci pour votre question. Elle est très intéressante et en même temps, la réponse est impossible. Mais je vais tenter de réfléchir avec vous. Je vais réfléchir à voix haute avec vous. Je crois que pour sortir d'un tel conflit, d'abord il faut un plan. C'est l'ultimatum posé par Benny Gantz qui dit voilà, au 8 juin, il faut quelque chose. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. D'abord, au niveau international, mais aussi parce que à Gaza, 70% de Gaza est détruit. Bon, Gaza sera reconstruit, mais pendant combien de temps ça va prendre? Dans quelle situation vont vivre les 2 400 000 Palestiniens de Gaza? Et puis la troisième chose, des soldats israéliens tombent tous les jours. La société israélienne, combien de temps va-t-elle accepter cela? Ça aussi, c'est une vraie question. Donc, il faut une situation, il faut sortir de ce conflit. Mais pour sortir de ce conflit, et je crois que les Israéliens, enfin, je suppute aujourd'hui que les Israéliens n'y sont pas prêts. Moi, j'allais dire si j'étais le Premier ministre d'Israël. On ne m'a rien demandé et je ne le serai jamais. Mais, on sait très bien que l'opinion publique israélienne
que ce soit celle de Gaza ou celle de Cisjordanie, est très attachée à des figures qui ont lutté contre Israël et contre le processus de colonisation. Ils y sont très attachés parce qu'ils y voient une légitimité. Or, on ne peut pas faire en dehors de l'opinion publique palestinienne. On ne peut pas faire sans. On ne va pas décider à la place des Palestiniens. Ça ne marchera pas. Donc la seule solution, c'est de prendre en compte l'opinion publique palestinienne. Et prendre en compte l'opinion publique palestinienne, c'est accepter, et c'est pour ça que je dis que, à mon sens aujourd'hui, la population, la société israélienne n'y est pas prête, en tout cas je subodore qu'elle n'y est pas prête, doit être capable d'accepter, de discuter avec des assassins, et notamment avec des assassins d'Israéliens. Je pense surtout à une personne, Marwan Barghouti, mais aussi à Mohamed Darlan, qui tous les deux, encore plus Barghouti, ont une vraie légitimité aux yeux de l'opinion publique palestinienne. Ce serait la preuve d'une immense maturité, de mon point de vue, d'une immense maturité de la société israélienne que d'accepter, un, la libération de Barghouti, et de deux, d'en faire celui avec lequel on discute. Je vous dis ça tout en me disant, c'est impossible. C'est impossible parce que je pense que la société israélienne aujourd'hui n'en est pas capable. Parce que je pense que, et on l'a vu depuis les années 90, ce virage à droite progressif qu'a pris Israël parce que c'est imposé la question de la sécurité, tout simplement. C'est imposer la question de la sécurité. Quand vous allez au restaurant, que vous risquez de mourir en allant au restaurant, que votre enfant prend le bus, que le bus explose, etc., vous allez vers celui qui vous dit plus de sécurité. C'est comme ça, c'est légitime. Et donc, évidemment que les mouvements terroristes palestiniens, et Barghouti en fait partie, ont œuvré à la droitisation de la société israélienne. Évidemment qu'ils ont poussé les Israéliens vers plus de droite, vers plus de sécurité. Mais il faudrait une immense maturité pour accepter l'idée de discuter avec ces gens-là. Je crois qu'aujourd'hui, Israël n'en est pas capable. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Donc du coup, la solution, de mon point de vue, elle sera bancale. Parce que je pense qu'on ne prendra pas en compte l'opinion publique palestinienne. On ne prendra pas en compte la voix du peuple palestinien en Cisjordanie et à Gaza. Et je pense que ceux qui disent, et je fais un petit aparté, je pense que ceux qui disent que les bombardements d'Israël préparent les combattants de Gaza de demain se trompent. Ils se trompent. C'est pas les bombardements qui font les combattants de demain, c'est la propagande. Et il faut absolument veiller à l'avenir, et ça c'est une condition de la paix. Il faudra absolument veiller à l'avenir que les enfants palestiniens ne soient pas élevés dans la haine comme ils le sont depuis des dizaines d'années. C'est cela qui a fait les combattants du Hamas, c'est cela, avec l'idée toujours la même que de toute façon on mettra les Juifs à la mer. On jettera les Juifs à la mer. Et ça, c'est partagé par l'immense majorité de la population palestinienne. C'est cela aussi qu'il faudra changer. Ça veut dire qu'il y a un effort immense à faire du côté israélien, il y a un effort immense à faire du côté palestinien. Et cet effort, il passera par l'éducation. Donc autant vous dire qu'on n'est pas rendu. Oui, alors voilà. Bien fort. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Certes, l'éducation, mais il y a aussi la question des territoires, je veux dire de l'espace, des frontières. Bien sûr. Et ça, bon, moi j'ai
J'ai eu des amis quand j'étais étudiante dont les parents ont le nom sur le mur à Paris. Et ces gens-là étaient pleins d'illusions sur Israël, s'étaient très engagés à gauche. Ils sont allés travailler dans les kibboutz pendant leurs grandes vacances et tout s'est cassé en 1967. Oui. Et comment est-ce qu'on peut revenir sur 1967 ? Alors, vous avez des exemples dans l'histoire de déplacements massifs de population, hein, ça existe. Hein. Les Grecs, les Turcs, par exemple. Hein. Les populations allemandes. Moi, je suis issu d'une famille d'Allemands de Hongrie. Vous voyez dans le village de mes grands-parents, tous les noms en Hongrie, tous les noms sur le monument aux morts sont des noms allemands. Il n'y a plus un Allemand dans le village. Hein. En 1945, on leur a dit, allez, hop, prenez vos bagages en Allemagne. Vous n'avez jamais mis les pieds puisqu'ils étaient là depuis 300 ans. Donc ça existe, les déplacements de population. Mais là encore, le problème, c'est pas tant de savoir ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, alors de mémoire, vous avez à peu près 700 ou 750 000 habitants Jérusalem-Est et juifs, hein, israéliens habitant Jérusalem-Est et les colonies de Cisjordanie. Mais vous en avez la moitié, 300 000 à peu près, c'est Jérusalem-Est. Donc excluons Jérusalem-Est. Discutons des 400 000 qui restent. Vous ne les ferez pas partir. Vous ne les ferez pas partir. En revanche, peut-être est-il possible d'étudier des échanges de territoires. Il y a des territoires en Israël où les populations juives et arabes, notamment dans le nord d'Israël, sont mélangées. Peut-être faudrait-il envisager des échanges de territoires. Parce que ce qui a été possible à Gaza sous Sharon, je crois qu'il y avait 20 000 colons, ne le sera pas avec 400 000. Alors peut-être que quelques-unes, oui, pourront être démantelées, les plus récentes, et ça se fera dans la violence. Hein. Vous avez vu combien ces gens sont, enfin voilà, ils sont habités. Hein. Ils sont délirants, quoi. Ils sont totalement délirants. C'est ce que proposent les propositions de Genève de 2000. Bien sûr. De 2000, ouais, c'est ça. Exactement. Et je pense que c'est là la solution. Mais elles existent sur le papier. Barak, Olmert, on y avait réfléchi en Israël à cela. Mais quel dirigeant politique israélien aujourd'hui, face à ce qui s'est passé le 7 octobre, aura le courage politique et la base, on va dire, électorale, pour aller vers cela? Moi, c'est cela qui m'inquiète le plus, en fait. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la fragilité, on va dire, je vais le dire comme ça, psychologique et intellectuelle de la société israélienne. Je pense que c'est une société aujourd'hui qui est c'est très facile de parler pour moi qui vis à Paris, hein. Mais c'est une société qui vit de plus en plus sur l'émotion. Mais c'était vrai avant le 7 octobre. Hein. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Or, l'émotion n'est pas toujours bonne conseillère. Et faire la paix demande nécessairement des concessions. Et des concessions qui seront nécessairement douloureuses. Aussi bien du fait des interlocuteurs qu'on va se choisir, c'est un on générique, hein, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, qu'on va se choisir, mais dans les gestes qu'il faudra faire. Parce qu'il faudra faire des gestes. Israël n'aura pas le choix. J'ai l'impression que ça fait 30 ans que je dis ça, mais peut-être que je continuerai à le dire pendant 30 ans, si Hachem me prête vie. Mais voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra une certaine maturité à la société israélienne pour accepter des concessions. Est-ce qu'Israël en sera capable? Je n'en suis pas sûr du tout. La politique de Netanyahou jusque-là, et de la droite en général, a été de dire « nous sommes les plus forts, nous resterons les plus forts, et parce que nous sommes les plus forts, vous n'avez qu'un droit, fermez votre gueule. » Il ne faut pas désespérer parce qu'on a eu Rabin, on a eu Sadat, on a eu déjà des cas qui se sont produits dans l'histoire et qui
permis des ententes. Notamment, Yitzhak Rabin, mais ce qu'il faudrait, c'est que Israël change sa loi électorale. La proportionnelle à 100% est responsable, parce que Netanyahou est le seul qui a réussi à faire un ministère, et il n'a pu le faire qu'avec des gens avec lesquels il n'est pas d'accord, les colonies. Ah mais je sais très bien. Surtout les ultra-droites, il n'est pas d'accord avec eux. Mais il n'y a pas moyen de faire un gouvernement autrement. Regardez au Liban, ils n'arrivent pas à faire un gouvernement. C'est la loi électorale. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement à faire avec l'Allemagne de 1936, où les gens ont voté pour celui qui présentait la sécurité intérieure, la paix, l'économie, l'essor de l'économie, etc. C'était un pays démocratique. Mais je crois que on aura des débuts de réponse quand la guerre s'arrêtera et quand Netanyahou partira. En espérant qu'il parte. Mais effectivement, le système électoral israélien fonctionnait très bien quand il était bipolaire, avec les travaillistes d'un côté et le Likoud, la droite révisionniste de l'autre. Et quand, effectivement, il y a eu Sadat, l'épisode de Sadat, et puis Rabin, bien sûr qu'il est possible de faire des choses, j'en suis convaincu. Mais l'état de la société israélienne n'était pas le même. Là, la société israélienne, je trouve, de mon point de vue, je la trouve inquiétante en fait. Voilà. Je la trouve inquiétante. Je vois bien, je suis de très près ce qui se passe en Israël, je vois les manifestations, etc. Mais selon moi, ces manifestations, elles devraient réunir des centaines de milliers de personnes et pas des milliers. Des centaines de milliers de personnes. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être que tout cela doit maturer, doit mûrir dans l'esprit des Israéliens, en espérant qu'ils soient capables de faire mûrir ces idées-là et d'avancer. Et en même temps, encore une fois, tout ne dépend pas d'Israël. On le sait très bien, on l'a vu au début des années 2000 avec les refus des plans de paix successifs par les Palestiniens, pour des raisons qu'on jugera légitimes ou pas, mais ce n'est pas ma question ici. Il faut aussi en face, il va falloir aussi en face faire des efforts. Voilà. Et notamment mettre un terme final à cette idée du retour des réfugiés qui sont réfugiés de père en grand-père, enfin de fils en grand-père, etc. Et de mettre les Juifs à la mer, parce que de toute façon, ils n'y arriveront pas. Voilà. Pour qui connaît Israël, on sait très bien que c'est une illusion complète. Oui, mais même sur les Américains, ils disent voilà, Israël, vous allez en Israël, vous comprenez que je ne vois pas qui va mettre les Israéliens dehors. Là. Voilà, franchement, je ne vois pas trop. À moins d'une bombe atomique, évidemment, ça c'est toujours. Voilà. Mais ce n'est pas les militants du Hamas qui feront ça, hein. Ça ne marchera pas. Donc oui, il faut. Rien n'est impossible, mais je pense qu'on est mal embarqué, ouais, pour l'instant. Madame, question. Je voulais juste dire qu'avec tout ça, Poutine, ça l'arrange bien. Oui. Et quand même, ce que je note quand même par rapport à des conflits précédents qu'il y a déjà eu en Israël, la différence, c'est la position quand même. Dans le fond, ils n'entendent pas. La position des États-Unis qui se retrouvent, donc a toujours défendu Israël, mais qui se retrouvent quelquefois un peu esselés. C'était pas le cas avant ça quand même. Par rapport à des... Oui, c'est vrai que... Reformuler les questions. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine se frotte les mains, bien sûr. De toute façon, Poutine il s'est frotté les mains le 7 octobre au matin. Évidemment, parce que de toute façon, d'abord les États-Unis se sont mis à regarder sur Israël, vers Israël, et non plus vers l'Ukraine, même s'ils y reviennent aujourd'hui, et que tout ça l'arrange évidemment. Et après, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un isolement international sur la scène politique internationale d'Israël, mais également des États-Unis dans leur soutien à Israël, qui est assez inédit. Il y a quand même l'Allemagne, qui a toujours une position, du fait de son histoire, qui a toujours eu la même position, mais très rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même que quelques jours après le 7 octobre, Madame von der Leyen a tenu un discours très clair, condamnant, mais vraiment un super discours, qui condamnait le 7 octobre, le Hamas, etc., et qui a été reprise par
des responsables de l'Union européenne. Et elle a été très fortement critiquée, notamment par l'Espagne, qui joue un rôle là-dedans. L'Espagne, ils devraient se souvenir qu'ils ont expulsé les Juifs en 1492. Hein. Ça leur ferait un peu de bien. Mais oui, il y a aujourd'hui un isolement à la fois d'Israël, mais également des États-Unis sur la scène internationale concernant Israël, qui est un fait assez nouveau, en fait. Alors, il y a un grand pays dont on ne parle pas et qui est plutôt pro-israélien, c'est l'Inde. Et c'est intéressant de voir, moi je serais, encore une fois on m'a rien demandé, hein, mais je serais Premier ministre israélien, je me tournerais vers l'Inde. Voilà. En disant, on ne veut pas qu'on bosse un peu ensemble, ce qu'ils font déjà en fait. Hein. Ce qu'ils font déjà, mais voilà. C'est un pays qui monte, et c'est un pays qui fera nécessairement contrepoids à la Chine. Oui, moi j'aurais peut-être envie de dire aussi qu'il est vrai qu'Israël a été beaucoup diabolisé, et toujours beaucoup diabolisé, accusé d'être un État d'apartheid, un État colonial, un État perpétrant un génocide actuellement. Il faudrait dire aussi que du côté israélien, les Palestiniens ont été terriblement diabolisés aussi et assimilés constamment Netanyahou au Hamas, c'est-à-dire si on leur donnait la parole, c'est le Hamas qui l'emporterait, etc. Et maintenant, étant donné l'évolution de la situation, les Israéliens ont parfois tendance à diaboliser presque le monde entier en disant le monde entier est contre nous, ce qu'ils avaient déjà dit en 1967. Hein. Et au fond, on se trouve face à un manque abyssal de confiance entre les deux peuples. Et on ne sait pas comment, de quel côté, il pourrait y avoir une amorce de rétablissement de quelque chose qui s'approche d'un chemin de confiance. On ne sait pas. Et moi, je comprends très bien l'inquiétude de Yanis Roder. Les sociétés sont traumatisées. Gaza, ce qui se passe à Gaza, traumatise les Palestiniens, évidemment, et largement autour. Hein. Et le 7 octobre laisse une société traumatisante, absolument traumatisée, dont vraiment le manque de confiance a été ruiné par le 7 octobre. Hein, étant donné que l'action du Hamas a été largement applaudie. Non pas que tous ceux qui l'ont applaudi soient des idéologues du Hamas, mais le Hamas a été applaudi parce qu'Israël est détesté. Donc tout le monde va rentrer chez soi, plein de confiance. Et vraiment, je vous prie de m'en excuser. Hein.